So here's the drill. I'm your history teacher from now on. We will discuss current events. We will call this class American History X. Que reste-t-il aujourd'hui d'American History X? Au vu du climat actuel qui est pas très joli, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Le film de Tony Kaye a presque 20 ans et pourtant il est encore ultra pertinent. Et je vais essayer à travers cette vidéo d'en évoquer tous les aspects, de la mise en scène, au casting, en passant par la post-production qui s'est avérée être plutôt chaotique, sans oublier bien sûr le message du film et ce que le récit tente de véhiculer. Mais avant tout, faisons un rapide résumé de ce qu'est American History X. Le film raconte principalement l'histoire de deux frères, Derek et Danny Vinyard, qui vivent à Venice, en Californie. Quand le père des deux frères, qui est un pompier, meurt alors qu'il tentait de stopper un feu dans un ghetto de Los Angeles, Derek, un jeune homme bien élevé et brillant au premier abord, va finir par adopter un discours extrême concernant les minorités et va rejoindre un mouvement de skinhead néo-nazi. Un choix qui va impacter sa vie et la vie de sa famille, puisque cet endoctrinement va lui coûter 3 ans quand il va être emprisonné pour homicide volontaire. Mais voilà, à sa sortie de prison, il n'est plus le même homme. Il est sur le chemin de la rédemption, alors que son petit frère Danny, lui, emprunte un chemin totalement opposé. Il y a pas mal de choses à dire quand même sur la mise en scène d'American History X. Déjà le fait que le film mette en place un montage alterné caractérisé par le noir et blanc et la couleur. Le noir et blanc représentant le passé des personnages et la couleur représentant le présent. C'est intéressant comme procédé parce que ça va permettre au spectateur de comprendre l'évolution du personnage de Derek. Et c'est pas un choix qui est uniquement stylistique. Il va permettre de comprendre dans un premier temps l'endoctrinement de Derek, mais aussi son chemin douloureux vers la rédemption. Le noir et blanc est hyper froid, très brut visuellement. On est presque sur un aspect documentaire, ce qui va justement accentuer la violence, contrairement aux scènes en couleur qui elles vont plutôt ramener le récit vers un semblant de réalité, qui vont montrer l'humanité et l'ambiguïté morale des personnages. Tout le monde se souvient de la scène du film, la scène la plus violente, où Derek tue un homme noir en lui brisant la mâchoire sur un trottoir. Et c'est durant cette scène que le noir et blanc va prendre tout son sens. Il va rendre la nuit encore plus sombre, les regards encore plus perçants, et le fait qu'il n'y ait aucune musique qui accompagne ce moment, ça va justement montrer la violence dans sa simplicité la plus barbare. Le geste est absolument immonde, on est sur un meurtre ultra violent, et Derek en est très fier. Edward Norton est d'ailleurs fabuleux dans ce rôle. D'abord portrayé comme une sorte de gourou charismatique, avec un physique et une éloquence qui sont à son avantage, jusqu'à ce que bien sûr on se rende compte que toute cette façade cache au final qu'un homme brisé, totalement perdu, qui doute en permanence et qui est complètement hanté par ses actes. Le choix de Norton pour le rôle est parfait, alors que bizarrement le réalisateur l'a choisi par défaut, puisqu'il lui préférait Joaquin Phoenix, qui lui a préféré décliner. L'autre Edward du film, Edward Furlong, est tout aussi talentueux. Je parlais de regard tout à l'heure, et Edward Furlong a quand même un regard assez incroyable. Un regard plein de mélancolie, un regard plein de tristesse, plein de doute. Et justement, quand on connaît le parcours de l'acteur, on sait que ce regard est aussi le sien. Le réalisateur Mathias Ledoux le dit très bien d'ailleurs. Quand je pense à lui, je pense d'abord à ses yeux, effectivement, parce que c'est un regard extrêmement profond, incisif, beau et déchirant. Ce qui m'a frappé, oui, c'est qu'il vous regarde. Et ça, pas dire que c'est rare, mais c'est vrai que chez un acteur à Hollywood, c'est pas toujours courant. Et il vous regarde et il vous écoute. J'ai réalisé une vidéo sur Edward Furlong. Vous l'avez sans doute déjà vu puisque c'est une de mes vidéos les plus populaires de la chaîne. Elle est à quasiment 1 million de vues, ce qui est absolument incroyable. La preuve que cet acteur fascine toujours aujourd'hui, malgré ses controverses. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, évidemment, je vous conseille d'aller la voir, n'hésitez pas. Vous allez comprendre justement pourquoi c'est un acteur qui méritait une carrière bien meilleure. Un acteur avec un jeu tout en sobriété, qui ici d'ailleurs interprète à merveille un jeune garçon totalement perdu dans l'ombre de son frère, nous voulant simplement que l'amour et l'approbation de ce dernier, jusqu'à embrasser sa haine raciale, sans vraiment comprendre ce qu'elle représente, et malgré une rédemption en fin de film, c'est un choix qui va lui coûter très cher. Bref, un des plus beaux rôles d'Edward Furlong. Le film va raconter énormément de choses en filigrane. Évidemment, il va dénoncer un fléau qui existe depuis beaucoup trop longtemps, à savoir le racisme, mais surtout à travers l'histoire de ces deux frères, il va livrer une réflexion assez complexe sur le poids que peut avoir l'héritage familial, sur ce que peut faire l'endoctrinement et la désinformation à un homme et à son entourage, et sur le fait que la haine va toujours prendre le pas sur la réflexion, et que la violence qu'elle impose est inévitable. Le film est toujours aussi pertinent aujourd'hui, et je pense malheureusement qu'il le sera pour toujours. Le récit va également mettre en avant les lacunes de la société américaine, son obsession pour la violence et le communautarisme notamment. La famille Vinyard est une famille de la classe ouvrière qui se sent laissée pour compte. Elle est frustrée par un pays qui ne s'occupe pas d'elle, et certains membres de la famille vont justement aller chercher des boucs émissaires pour se persuader que c'est la faute des autres, et va prendre le néonazisme comme une réponse qui n'est
clairement pas la bonne. Et pour comprendre cette haine, ce qui est intéressant, c'est que le film va vraiment contextualiser tout ça. Comment on est amené à aller vers un point aussi extrême, vers une radicalisation aussi violente? Qu'est-ce qui amène à ça? Il y a 2 scènes dans le film qui résonnent encore beaucoup aujourd'hui. 2 scènes qui vont répondre à cette question, justement. Et les 2 scènes se déroulent durant un repas. La première scène, on y voit la famille Vignard qui déjeune avec le nouveau petit ami de la mère, dont le mari est décédé quelques années plus tôt. Il s'agit d'un professeur juif qui tente de discuter des inégalités et de la place des minorités sur le territoire américain. Le problème, c'est qu'à partir de là, toute la haine de Derek envers ces minorités ressurgit, et son discours, totalement biaisé par un point de vue raciste, sans le moindre contexte et basé sur des suppositions, vient prendre le pas sur le point de vue du professeur qui ne veut au final que sensibiliser. Mais Derek refuse catégoriquement tout contre-argument, et le discours se transforme en insulte. Le ton monte et la violence, inévitable, s'invite à la table de cette famille qui doit subir les affabulations d'un de ses membres. Il pense avoir le devoir d'imposer son point de vue, quitte à faire preuve de force physique contre les propres membres de sa famille. À travers cette scène, le personnage prouve que la violence physique et verbale n'est pas due forcément à une communauté précise. À travers cette scène, le personnage prouve qu'il est littéralement ce qu'il dénonce. Il insulte, méprise et agresse des honnêtes gens, des travailleurs, des professeurs. Et pourtant, il ne fait pas partie des communautés qu'il vise à travers ses accusations. Il ne croit même pas en ce qu'il dit. Ça n'est qu'une excuse pour déverser ce trop-plein de haine qu'il a besoin de libérer, qui le ronge de l'intérieur. Les actes de violence, les actes criminels, les agressions, les insultes sont perpétrés dans le film par toutes les communautés. Et à l'inverse, les gestes d'affection, les réflexions intelligentes et la compréhension globale sont également utilisés par toutes les communautés. L'idée, c'est de dire que ça n'est pas une question de communauté, ça n'est pas une question de couleur de peau, c'est simplement une question d'éducation. Et c'est là que la seconde scène de repas fait sens. Elle se déroule quelques années auparavant, et l'on peut découvrir un Derek jeune et curieux, qui a envie d'apprendre et de s'ouvrir au monde, jusqu'à ce que son père ne vienne lui imposer sa vision fasciste, en soulignant bien le fait que c'est la bonne voie à suivre. À travers le père, justement, le film met en avant ce racisme ordinaire. Ce racisme qu'on a toutes et tous connu à travers justement des repas de famille, où ça va parler de quotas, de méritants, des communautés qui sont le problème, et des partis politiques d'extrême qui sont la solution au problème. Tout ça, c'est des discours qu'on a déjà entendus, des discours qu'on a subis, des discours qui n'ont aucun sens. Et le problème, c'est que dans ces familles, y a des gamins qui écoutent, des gamins qui sont à table, et qui partent du principe que ce qui est dit là, ce qui est dit par des adultes qu'ils connaissent et qu'ils respectent, c'est forcément vrai. Et ces idées nauséabondes vont être perpétuées à cause de ça. Alors oui, le propos de la scène est quand même amené de manière peu subtile, je vous l'accorde. Mais qu'importe, l'idée c'est de souligner qu'on ne naît pas avec la haine. La haine est une graine qu'on vient planter, qui germe chez les gens. Et à force de la nourrir, elle grandit, jusqu'à atteindre un point de non-retour. On est ce que notre environnement nous façonne à être. La tristesse de perdre un père pour Derek s'est transformée en haine. Et cette haine est le seul héritage qu'il a reçu de ce dernier. Le fascisme n'engendre que la violence. C'est inévitable. Et il n'y a que la mort au bout du chemin. C'est ce que nous montre d'ailleurs le film à travers sa scène finale. Aujourd'hui, la haine est un poison que l'on pourrait éradiquer avec un peu de sensibilisation, une grosse dose d'éducation positive et un zeste de bon sens. Le père de Derek n'y parviendra pas, mais son professeur, lui, viendra lui rendre visite en prison, le soutiendra quoi qu'il arrive, et lui posera la question qui changera tout. You have to ask the right question. What? Has anything you've done made your life better? Alors, c'est pas un film évident à analyser, je trouve, parce qu'on peut facilement tomber dans le soyez gentil et pas méchant. Mais dans sa simplicité, le soyez gentil et pas méchant, c'est un discours qui a du sens, et qui n'est absolument pas suivi par la plupart des gens. Il suffit d'aller traîner un petit peu sur internet pour s'en rendre compte. C'est fou parce que c'est un film qui n'a jamais été autant d'actualité. Le fascisme est partout. Il inonde la télévision, les réseaux sociaux, et surtout il n'a jamais été aussi décomplexé. Comme si c'était devenu une mode. Comme si l'histoire était un cycle qui était amené à se répéter encore et encore. Quand on entend certains discours de Derek dans le film, on a parfois l'impression de lire des tweets de Donald Trump, ou d'assister à une émission sur CNews, ou de lire un commentaire d'un des détraqués d'internet qui se cache derrière l'anonymat pour dire de la merde. Pourtant, quand le film sort en 1998, les USA ne sont pas aussi divisés. On est avant le 11 septembre. Il ne fait pas autant parler de lui à sa sortie. C'est même un flop au box-office. Mais avec le temps, et parallèlement avec la montée des extrêmes, le film va gagner ce statut d'œuvre culte. Notamment grâce aux bouche à oreille, aux projections universitaires, et à sa sortie physique en VHS et DVD. Pourtant, aujourd'hui, une certaine partie de la population pourrait se retrouver à travers les discours de Derek. C'est un personnage qui aujourd'hui pourrait être pris comme un exemple. Les codes visuels du skinhead ont plus ou moins disparu de nos jours. Le raciste aujourd'hui, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est quelqu'un qui est intégré à la société, qui présente des émissions de télévision, qui fait des vidéos sur YouTube, qui dirige un pays. We have very stupid people. American History X est une œuvre importante. Une œuvre qui doit encore être montrée dans les lycées, dans les universités. Une œuvre qui, au-delà de tout divertissement, est
est là pour sensibiliser. Le film est pas parfait évidemment, il prend pas mal de raccourcis. On peut revenir sur la rédemption de Derek et se rendre compte que c'est amené de manière assez facile. Mais qu'importe, le message lui est là, il est compréhensible, et il est important à assimiler. La haine n'engendre que de la haine. Mais sans transition, parlons maintenant de post-production. Et il y a des choses à dire sur la post-production d'American History X. Déjà, dès le tournage, il y a une rivalité entre la star Edward Norton et le réalisateur Tony Kaye. C'est le premier film de Tony Kaye, qui vient à la base de la publicité. Donc forcément, le gars a fantasmé ce moment, a voulu que son premier film soit à son image, et soit le plus parfait possible. Il veut faire les choses à sa manière, et ça on peut pas lui en vouloir. Mais Norton n'est pas forcément d'accord, et va réécrire certaines parties du script. Le réalisateur va monter une première ébauche du film, une version qui va durer 95 minutes, totalement brute de décoffrage, beaucoup plus impactante et beaucoup moins émotionnelle. Mais la société de production New Line met son veto et le film repart sur le banc de montage, avec cette fois-ci Edward Norton qui supervise les opérations. Il va ajouter 24 minutes supplémentaires au film, et va évidemment en profiter pour s'offrir plus de temps à l'écran. Il va étoffer son personnage, le rendre moins antipathique. Et c'est de là que peut venir une des controverses liées au film, puisque la violence y est montrée frontalement. Elle est limite sublimée par le charisme du personnage. Évidemment, ces images d'un Derek les bras en croix, fier de ses actes, a été récupérée par des groupes d'extrême droite, hissant le personnage au rang d'icône. C'était le risque en mettant ce personnage en avant de cette manière. Ça peut en quelque sorte inverser le message, et ça pose des questions sur la bonne manière de dénoncer dans un film. Faut-il en montrer très peu, ou faut-il au contraire tout montrer? Est-ce qu'être trop frontal peut justement rendre le truc trop fascinant? Le montage d'Edward Norton rend le personnage de Derek plus humain, et à partir de là, le réalisateur renie le film en bloc, qualifiant cette version d'abus total de créativité. Il assiste impuissant au montage de son propre film, se tape les mains contre les murs jusqu'au sang à la vision de ce qu'aurait dû être sous son contrôle. Un jour, il assiste à l'enregistrement orchestral du film. Il va donc se retrouver confronté à certaines scènes. Il va trouver ça tellement nul qu'il va balancer des fruits et son propre portefeuille sur l'écran, avant de se barrer. Après, il faut savoir que Tony Kaye est un homme assez étrange, et plutôt excentrique dans le genre. Déjà à l'époque, il se qualifiait de plus grand réalisateur anglais depuis Hitchcock. Il va dépenser 100 000 $ pour faire paraître des pages de publicité dans la presse, histoire de dénoncer le comportement d'Edward Norton et des producteurs. Quand la production lui donne rendez-vous afin de trouver un terrain d'entente, le mec va se ramener avec un prêtre, un rabbin et un moine tibétain au rendez-vous. On dirait le début d'une mauvaise blague. La New Line va donc lui offrir 8 semaines supplémentaires afin de proposer un nouveau montage. Mais étrangement, le réalisateur n'en fera rien du tout. Il ne proposera rien au bout des 8 semaines. Et donc naturellement, c'est le montage de Norton qui sera le montage final. Évidemment, face à ça, le réalisateur va complètement péter un câble. Il veut d'abord ne plus être crédité au générique et va demander à la guilde des réalisateurs de modifier son nom au générique pour le remplacer par Humpty Dumpty, ce que la guilde refuse tout naturellement bien sûr. De là, face à ce refus, il intente une action en justice de près de 200 millions de $. Quand il apprend que le film va être projeté au festival de Toronto, il prend le premier avion pour mettre la pression au président du festival afin que la projection soit annulée, ce qu'il réussit à faire d'ailleurs, et ce qui va beaucoup coûter pour la promotion du film. Forcément, à partir de là, vous vous doutez que Hollywood va complètement le mettre de côté, il ne tournera plus de films avant plusieurs années, et il découvre American History X en 2007, soit 9 ans après sa sortie, et finit par faire son mea culpa, se rendant compte que la version qui est proposée est tout aussi impactante et réussi que sa propre version. Il avoue, et ce sont ses mots, qu'il a été un idiot immature et égocentrique, qui se battait seulement contre lui-même, mais qu'il était à l'époque quelqu'un de très passionné, et qu'il avait l'impression de perdre le contrôle. Et effectivement, on peut dire qu'il a perdu le contrôle. On peut pas totalement le blâmer non plus, parce qu'on sait qu'Hollywood est une machine à broyer, et que c'est compliqué, en tant qu'auteur, de mettre son point de vue en avant, et surtout de l'imposer. Tout le monde ne fait pas des chiffres comme Nolan, Scorsese, ou encore James Cameron, tiens. Quoi qu'il en soit, et malgré que le studio ait imposé des décisions créatives, le film est une réussite. Il est une œuvre culte aujourd'hui. Donc je vous conseille de le voir ou de le revoir. Je vous conseille également de liker et de partager cette vidéo, c'est très important. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous le mois prochain sur cette chaîne pour parler du personnage de Michael Corleone.